Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette présentation, on va parler de conduite à tenir devant une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire est la conséquence de l'obstruction des artères pulmonaires ou de leurs branches par des emboles, bien des thrombus. Il présente un challenge diagnostique de fait de l'absence des signes spécifiques. C'est une grande simulatrice, d'où l'intérêt d'évoquer le terrain de maladies thromboemboliques. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Concernant le diagnostic positif commence tout premièrement par l'interrogatoire, où on cherche des facteurs de risque thromboemboliques, comme on a dit dans l'introduction, pour identifier le terrain de maladies thromboemboliques, notamment les facteurs de risque thromboembolique acquis, un âge supérieur à 65 ans, une embolisation prolongée, une chirurgie récente, grossesse, contraceptifs oraux, cancer, antécédents de maladies thromboemboliques veineuses. Les facteurs de risque thromboembolique génétique, on a la thrombophilie constitutionnelle, notamment un déficit en antithrombine 3, en protéine C, en protéine S ou en protéine C, ou bien une hyperhomocysténémie. Dans 90% des cas, l'embolie pulmonaire elle est évoquée devant une dyspnée, une douleur thoracique ou une syncope. Plus ou moins, ces signes sont associés à une dyspnée qui peut être brutale ou d'apparition plus prolongée sur des semaines, ou encore aggraver une dyspnée chronique associée à une maladie cardio-respiratoire préexistante. La douleur thoracique est typiquement pleurale, de type point de côté, brutal, mais il peut revêtir des atypies trompeurs, notamment une douleur thoracique prolongée qui peut être secondaire à une irritation pleurale par des emboles distales. L'embolie pulmonaire peut s'associer ou bien s'accompagner des crachats hématopoïétiques, ce qu'on appelle l'hémoptysie, en rapport à la constitution d'un infarctus pulmonaire, et une syncope qui est rare mais témoigne d'une réduction sévère de flux sanguin. Il faut noter aussi qu'il n'est pas rare que l'embolie pulmonaire soit asymptomatique. Concernant l'examen clinique, commence tout premièrement par un examen général à la recherche d'une tachycardie, fibricule ou des signes orientants, bien des signes de désaturation en oxygène, notamment la cyanose, soit généralisée ou une cyanose au niveau des extrémités. Dans l'examen cardiovasculaire, on recherche les signes d'insuffisance cardiaque droite, notamment une turgescence jugulaire, un reflet hépatojugulaire, une hépatomégalie, un éclat de B2 ou bien un œdème des membres inférieurs qui est plus souvent tardif. L'examen pleuropulmonaire, elle est le plus souvent normal, mais il faut noter que toute dyspnée brutale avec une auscultation pulmonaire normale, c'est une embolie pulmonaire jusqu'à preuve de contraire. On recherche aussi des signes de thrombose veineuse profonde, notamment signe de Homans qui est une douleur provoquée par la dorsiflexion des pieds, une diminution de ballottement de mollets, œdème ou bien chaleur des membres inférieurs. Faut pas oublier de rechercher des signes de gravité qui orientent vers une embolie pulmonaire grave, notamment hémodynamique, une pression artérielle basse, un choc hypovolimique, un pouls paradoxal, respiratoire lorsqu'on a une détresse respiratoire, neurologique lorsqu'on a confusion, somnolence ou trouble de conscience. Concernant les examens paracliniques d'orientation, on a tout premièrement le CG qui peut être normal ou tout simplement montrer une tachycardie sinusale. Il peut aussi montrer des signes de souffrance ventriculaire droite, notamment un aspect S1
QT en rapport avec une déviation axiale droite. On peut aussi retrouver une tachycardie supraventriculaire, voire une inversion de l'onde T en rapport avec une ischémie de ventricule droit qui peut à tort orienter vers un syndrome coronarien aigu. Le radio de thorax, il est le plus souvent anormal, mais montre des signes radiologiques qui sont aspécifiques, notamment une atelectasie en bande, un épanchement pleural, une opacité triangulaire à base pleurale, une élévation d'une copule diaphragmatique ou le signe le plus évocateur qui est l'élargissement des artères pulmonaires que vous pouvez voir dans ce radio. La gazométrie artérielle généralement montre une hypoxémie avec un effet shunt, hypoxémie, hypocapnie en rapport avec l'obstruction artérielle. L'hypocapnie résulte de l'hyperventilation réflexe de l'hypoxémie. Cette gazométrie artérielle, elle est normale dans 20% des cas. Les didymères sont les produits de la dégradation de fibrine. Un taux élevé de didymères témoigne d'un caillot aigu de fait de l'activation de la coagulation et de la fibrinolyse. Donc, ils sont utilisés pour exclure le diagnostic de l'embolie pulmonaire lorsqu'on a une probabilité clinique faible ou intermédiaire, c'est-à-dire si les didymères sont normaux, un taux normal de didymères permet d'exclure le diagnostic de l'embolie pulmonaire lorsque la probabilité clinique elle est faible ou intermédiaire. Mais lorsque la probabilité clinique elle est forte, elles sont inutile, il faut demander d'emblée l'angioscanner. La seuil est 500 microgrammes par litre et âge x 10 lorsqu'on a un patient âgé de plus de 50 ans. Ça veut dire si on a par exemple un patient âgé de 56 ans, la seuil positive de didymère, c'est 560 microgrammes par litre. L'angioscanner est devenu actuellement l'examen le plus performant après l'événement des scanners multivariétés. Donc lorsque cet examen est normal, il permet d'exclure le diagnostic de l'embolie pulmonaire lorsqu'on a une probabilité clinique faible ou intermédiaire. Si la probabilité clinique elle est forte, il est donc recommandé de demander d'autres examens comme la scintigraphie pulmonaire. Lorsque l'angioscanner n'est pas disponible, on ne peut pas réaliser cet examen. Si par exemple le patient il est instable pour réaliser cet examen, d'autres examens peuvent contribuer au diagnostic, notamment l'écho-doppler veineux des membres inférieurs. En cas de suspicion de l'embolie pulmonaire, la mise en évidence d'une thrombose veineuse proximale est suffisante pour confirmer le diagnostic et débuter le traitement par anticoagulants. En revanche, la suspicion de l'embolie pulmonaire et la présence de thrombose veineuse distale n'est pas suffisant pour poser le diagnostic et nécessite d'autres examens complémentaires. Les résultats de la scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion sont donc à 3 niveaux, donc soit probabilité élevée, examen non diagnostic ou bien examen normal. Il permet, lorsqu'il est négatif, d'exclure le diagnostic lorsqu'on a une probabilité clinique faible. Si on a une probabilité clinique faible avec un examen, un scintigraphie positive,
faut penser à demander d'autres examens. Si on a un état de choc, ça veut dire bien une embolie pulmonaire grave, la suspicion de l'embolie pulmonaire grave avec état de choc ou hypotension, et l'angioscanner ne peut pas être fait, donc on peut demander ou bien faire l'échocardiographie transthoracique à la recherche d'autres causes de choc cardiogénique et aussi la recherche des signes de surcharge des cavités droites. La présence de signes de surcharge de cavité droite permet de confirmer le diagnostic ou bien suffire pour confirmer le diagnostic et entreprendre un traitement fibrinolytique en urgence. À l'inverse, l'absence des signes ou bien des signes de surcharge cavitaire droite rend peu probable donc le diagnostic de l'embolie pulmonaire. En cas de la présence de ces signes de surcharge ventriculaire droite et en l'absence de choc, rend le patient à risque intermédiaire. L'angiographie pulmonaire conventionnelle, cet examen, il n'est plus pratiqué actuellement. Donc la stratégie diagnostique est selon les nouvelles recommandations diffère en fonction de score de probabilité clinique et en fonction de la gravité de tableau. Est-ce qu'on a une embolie pulmonaire grave avec choc ou hypotension, ou bien une embolie pulmonaire sans choc et sans hypotension. Donc il est nécessaire en l'absence de choc ou de l'hypotension de calculer le score de probabilité. Donc on utilise soit le score de Wills, soit le score révisé de Genève. Les niveaux de probabilité clinique sont 2, soit probable, soit peu probable. Peu probable lorsqu'on a la somme des points est égale 0 ou bien 1. Probable lorsqu'on a le total est égal à supérieur à 1. Score révisé de Genève. Les probabilités cliniques dans le score révisé de Genève sont à 3 niveaux, faible, intermédiaire ou forte. Lorsqu'on utilise probable ou probable, donc on a probable si on a un score égal à supérieur à 3, peu probable lorsqu'on a un score égal à 0 à 2 points. Donc après le calcul, donc si on n'a pas de choc ou hypotension, après le calcul de score de probabilité de Wills de Genève, donc si on a un score de probabilité clinique faible ou bien intermédiaire, ça veut dire il est peu probable, on demande les D-dimères, comme on a dit. Donc s'ils sont négatifs, donc le traitement il n'est pas justifié. S'ils sont positifs, faut confirmer par le scanner multicoupe. S'il est négatif, le traitement n'est pas justifié. S'il est positif, le traitement il est justifié. Donc lorsqu'on a une probabilité clinique forte, l'embolie pulmonaire il est probable. Là on demande directement un scanner multicoupe. S'il est négatif, donc le traitement il est pas justifié, on peut demander d'autres examens complémentaires comme la scintigraphie pulmonaire, et s'il est positif, le traitement il est justifié. En cas de choc ou hypotension, notamment, bien faut normalement demander directement un scanner. Donc là, il faut pas calculer le score. Directement un scanner, s'il est positif, le traitement est justifié. S'il est négatif, vous cherchez une autre cause de l'état de choc. Si le scanner n'est pas donc disponible, comme on l'a dit, on fait l'échocardiographie à la recherche des signes de surcharge cavitaire droite ou bien ce qu'on appelle dysfonctionnement ventriculaire droite. S'il est présent, là et on peut faire directement le traitement si le patient il est instable. Le traitement est justifié par thrombolyse aussi, contre-indication, une embolectomie. Si un scanner il est disponible et le patient il est stable, on peut confirmer par le scanner. Donc concernant les diagnostics différentiels d'une douleur thoracique, donc faut toujours garder en tête les principaux diagnostics de douleur thoracique regroupés dans le mnémonique PIE. Donc PIE c'est pour
donc péricardite et l'infarctus de myocarde, des dissections aortiques, embolie pulmonaire, et on ajoute le pneumothorax. Dyspnée aiguë, là, on peut évoquer d'autres diagnostics comme l'œdème aigu pulmonaire, crise d'asthme, là le patient déjà connaît asthmatique, décompensation de PPCO interne tabagique, on peut aussi voir d'autres donc épisodes, ou bien on peut évoquer une pneumopathie. Et concernant le pronostic, pour la stratification de risque d'une embolie pulmonaire en fonction de taux de mortalité précoce, on peut calculer le Simplified Pulmonary Embolism Severity Index qui se base sur les paramètres suivants, donc un âge supérieur à 80 ans, un cancer, une insuffisance cardiaque chronique ou maladie pulmonaire chronique, une fréquence cardiaque supérieure à 110 battements par minute, une pression artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure, ou bien une saturation artérielle en oxygène inférieur à 90%. La présence d'une de ces critères au plus rend le patient avec une mortalité à G30 à 10,9%. Si on a l'absence de ces critères, on a une mortalité à G30 à donc 1%. Donc, les nouvelles recommandations des sociétés européennes de cardiologie et respiratoire ont recommandé un algorithme de prise en charge de l'embolie pulmonaire en fonction de la gravité de l'embolie, donc de l'embolie pulmonaire, et aussi en fonction de risque, calculé par le Simplified Pulmonary Embolism Index. Donc si on a une embolie pulmonaire grave avec choc ou hypotension, là on fait direct l'algorithme diagnostic de l'embolie pulmonaire avec un état de choc. Ça veut dire on demande directement le scanner s'il n'est pas disponible, l'échocardiographie à la recherche des signes de dysfonctionnement ventriculaire droite pour justifier le traitement. Donc si on a la confirmation diagnostique, là déjà elle est classée directement à haut risque. Faut démarrer un traitement thrombolytique ou bien fibrinolytique en réanimation ou bien unité de soins intensifs cardiaques. C'est contre-indication thrombolyse, on fait traitement par embolectomie. Lorsqu'on a une embolie pulmonaire sans choc ou hypotension, on fait un algorithme diagnostique en basant sur le score de probabilité clinique. Donc si on a un score faible ou intermédiaire des dimères, si sont positives le scanner, si sont négatives on exclut le diagnostic. Si on a une probabilité clinique forte, d'emblée le scanner. Et si on a la confirmation de l'embolie pulmonaire, là l'intérêt de score de Simplified Pulmonary Embolism Severity Index, si ce score il est à 0, on considère que l'embolie pulmonaire ou bien le patient est à faible risque. Là on démarre un traitement anticoagulant, soit en hospitalisation courte ou en ambulatoire. Si on a un pulmonary embolism severity index supérieur ou égal à 1, là c'est le patient il est à risque intermédiaire, et là on recherche un dysfonctionnement ventriculaire droite ou bien une élévation des marqueurs cardiaques. Si on a la présence des deux, ça veut dire la fonction dysfonctionnement ventriculaire droite et l'élévation des marqueurs cardiaques, on considère le patient à risque intermédiaire ou ça veut dire là il faut commencer un traitement anticoagulant en réanimation en unité de soins intensifs cardiaques. Si on a la présence de seulement l'une des deux critères ou l'absence de ces deux critères, on considère le patient à risque intermédiaire faible et on démarre un traitement anticoagulant et une hospitalisation en médecine. Donc parlons plus de traitement. Donc comme on a dit, on fait une hospitalisation, la mise en condition, les mesures de réanimation lorsqu'on a un état de choc. Et si le traitement, bien le diagnostic, il est confirmé, on a une indication de traitement, faut donc faire un hémogramme avec numération plaquettaire, un bilan d'hémostase initiale
et un bilan rénal. Le choix de traitement se fait entre l'héparine non fractionnée, l'héparine bêta-moléculaire, fondaparinux ou plus récemment les anticoagulants oraux directs. Si on a un état de choc, comme on a dit, le traitement par fibrinolytique, c'est contre-indication l'embolie-ectomie. L'héparine non fractionnée est utilisée initialement sous une dose adaptée au poids corporel, 500 unités internationales par kilo par jour, puis adaptée au TCA 1,5 à 2 fois le T-. La détermination de TCA se fait entre deux injections, on fait des injections en sous-cutané, et après 4 heures si le traitement il est injecté par voie intraveineuse continue et 4 heures après chaque changement de posologie. L'héparine non fractionnée est actuellement le traitement recommandé chez les patients instables ou susceptibles de bénéficier d'un traitement qui nécessite un arrêt de l'héparine, notamment traitement par fibrinolytique. L'héparine non fractionnée nécessite une surveillance par une numération plaquettaire de fait de risque de thrombopénie induite par l'héparine. On fait une numération plaquettaire 2 fois par semaine pendant 21 jours. En cas de traitement ambulatoire, il faut éduquer le patient sur le risque de thrombopénie induite par l'héparine et aussi les signes qui peuvent évoquer ce diagnostic. Le diagnostic de thrombopénie induite par l'héparine se fait lorsqu'on a une thrombopénie inférieure à 150 Gg par litre, une diminution de plus de 50% des plaquettes avant tout traitement. Et là, la nécessité de toujours faire une numération plaquettaire avant de commencer un traitement héparinique. L'héparine de bêta-moléculaire et le fondaparinux sont préférés à l'héparine non fractionnée de fait d'une plus grande commodité d'emploi, aussi de l'absence d'adaptation des doses à des tests d'hémostase et de risque moins de développer une thrombopénie induite par l'héparine. Donc les doses pour l'inoxaparine, l'Ovinox, c'est 100 unités internationales par kilo par 12 heures, soit 1 mg par kilo par 12 heures, ça veut dire 2 injections en sous-cutané, 1 mg par kilo en 24 heures. Le fondaparinux extra est utilisé en une injection sous-cutanée par 24 heures, 7,5 mg par 24 heures pour un poids de 50 à 100 kg. On fait une surveillance de thrombopénie induite par l'héparine par une numération plaquettaire 2 fois par semaine pendant 21 jours. Il faut noter que ces médicaments sont contre-indiqués chez les patients qui sont insuffisants rénaux avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute. Donc après la confirmation diagnostique, le début de traitement par l'héparine non fractionnée ou l'héparine bêta-moléculaire ou le fondaparinux, il est recommandé de faire un relais par les antivitamines K. Le relais peut être débuté précocement dès le premier jour de traitement parentéral. La dose initiale est de 5 mg de warfarine ou de 4 mg d'acinocomarol. Donc il faut adapter la posologie pour les sujets âgés. Et l'arrêt de l'héparine non fractionnée ou l'héparine bêta-moléculaire ou le fondaparinux se fait au bout de 5 jours peut se faire au bout de 5 jours à condition que 2 ENR consécutives à 24 heures d'intervalle soient supérieures à 2. La dose des antivitamines K, il visera à obtenir un ENR cible de 2,5, ça veut dire un intervalle entre 2 à 3. Donc les antivitamines K nécessitent une surveillance par le contrôle de l'ENR.
À la phase initiale de traitement, cette surveillance se fait dans 2 à 3 fois par semaine et après un intervalle de 3 à 4 semaines entre 2 contrôles est recommandé. Plus récemment, qu'on a dit, les anticoagulants oraux directs sont des anticoagulants rapidement actifs par voie orale. Ces anticoagulants ne nécessitent pas de surveillance par des bilans biologiques ou bien un relais par des antivitamines K. Les doses utilisées sont pour le Rivaroxaban 15 mg 2 fois par jour pendant 21 jours, puis 20 mg une fois par jour pendant la durée de traitement. Et pour l'Apixaban, 10 mg 2 fois par jour pendant 7 jours, puis 5 mg 2 fois par jour. Il faut noter aussi que ces médicaments sont contre-indiqués pour les patients insuffisants rénaux, ça veut dire un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 millilitres par minute. La durée de traitement par anticoagulant, elle est au minimum 3 mois et après ces 3 mois, c'est en fonction de risques et en fonction de la présence ou non d'un cancer actif. Pour le traitement thrombolytique, comme on a dit, il est indiqué chez les patients avec embolie pulmonaire grave, état de choc ou hypotension artérielle sévère, en l'absence des contre-indications. Si on a la présence des contre-indications, on peut proposer une embolectomie en urgence. Donc voilà les contre-indications au thrombolytique chez les patients atteints d'embolie pulmonaire grave. Et je vous laisse faire pause et lire ces contre-indications. Donc en conclusion, faut nécessité sur les mesures de prévention contre les maladies thromboemboliques en général, notamment une levée précoce en post-opératoire, aussi la surélévation des membres en cas d'allaitement prolongé, l'apport des vêtements serrés, une réhydratation suffisante et une contraction des mollets lorsqu'on a un voyage qui est d'une durée supérieure à 8 heures. Ici, la présence des facteurs de risque, il faut penser à faire une injection prophylactique de l'héparine bêta-moléculaire au départ, et aussi l'injection prophylactique de l'héparine bêta-moléculaire dans les chirurgies orthopédiques et cancérologiques et en cas d'allaitement avec présence des facteurs de risque. Et je vous remercie.